Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Rally et serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour notre webinaire 10 Best Practices SEO SIA pour lancer son e-commerce avec Romain et Grégory de Primelis. Alors dans un premier temps, on va attendre les derniers participants. En attendant, n'hésitez pas dans la section questions qui est sur la droite de votre écran à nous dire pourquoi est-ce que vous êtes venus aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà un projet? Est-ce que vous avez pour ambition de lancer un projet? Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Grégory ou Romain de Primelis? N'hésitez pas à nous transmettre toutes ces informations dans la section questions qui est sur la droite de votre écran. Nous allons commencer d'ici quelques instants. Alors, je pense, au vu des participants, que nous pouvons commencer. Alors, avant de présenter l'agenda du webinaire et les intervenants, je voudrais passer rapidement en revue la structure du webinaire pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous allons commencer le webinaire avec la présentation pendant 20 à 30 minutes de Grégory et Romain. Veuillez noter que nous enregistrerons cette session et que nous allons la publier sur le site de l'accélérateur du numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter par la suite le site si vous avez besoin de voir la vidéo en replay. Si vous souhaitez poser une question à nos intervenants, n'hésitez pas à sélectionner la section questions qui est sur la droite de votre écran. Nos intervenants seront ravis d'y répondre après cette présentation. Enfin, nous vous demandons de répondre à une question à la fin du webinaire. Nous allons vous envoyer un petit questionnaire. Si vous pensez avoir appris quelque chose pendant ce webinaire, n'hésitez pas à répondre très probable à la question « Est-ce que vous seriez prêt à recommander ce webinaire ?» Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole aux présentateurs du jour, Romain et Grégory. Bonjour à tous, Grégory, enchanté, Romain également. Enchanté. Aujourd'hui, on bosse tous les deux pour Primelis, qui est une agence d'un peu plus de 80 experts dans le marketing digital autour de 4 grandes expertises, le SEO, le SIA, le social et la data. Aujourd'hui, on va parler principalement des deux premières expertises qui sont des expertises search. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 clients. On accompagne à la fois des très grands comptes, comme vous pouvez le voir sur cette slide, mais également des business florissants, des startups, des entrepreneurs un peu plus petits pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie d'acquisition search pour générer tout simplement de la croissance, que ce soit d'ailleurs sur du e-commerce ou sur d'autres typologies de business. On voulait du coup commencer ce webinaire par une introduction un peu globale au search marketing. Et quand on parle aujourd'hui de search marketing, finalement, en 2021, on parle majoritairement de Google. Google qui est quand même assez dominant dans le monde sur ce marché, avec plus de 91% de part de marché en France, un petit peu moins dans le monde parce qu'il va être challengé dans certains pays par des moteurs comme Bing aux États-Unis ou dans les marchés asiatiques par des moteurs spécifiques. Mais voilà, aujourd'hui, quand on parle de search en tout cas, et quand on travaille des stratégies d'acquisition en search, on parle principalement de Google, même si on le verra du coup dans la suite de la présentation. Il y a des nouvelles tendances sur d'autres moteurs qui commencent à se préciser. Et donc voilà, on le verra par la suite. Quand on parle de search aujourd'hui et de search marketing, on va parler principalement de deux typologies de résultats dans les pages de résultats de recherche. Des résultats qui sont payants ou sponsorisés, donc les annonces Google Ads en SIA qui apparaissent en général en haut de la page, et puis des résultats organiques qui sont issus du classement naturel qui est fait par les moteurs de recherche. On peut avoir du coup jusqu'à 7 annonces par page en SIA, et en général, on a 10 résultats organiques par page. Donc finalement, les parts sur la page de résultats de Google sont partagées principalement entre ces deux leviers. Au-delà de ces réponses un peu traditionnelles, il y a différents formats de réponses qui vont être proposés dans les moteurs de recherche, que ce soit des formats organiques ou des formats payants. On va avoir les résultats historiques traditionnels tout à gauche, qui sont des résultats textuels, finalement, qui sont les résultats qui ont toujours été proposés par les moteurs de recherche. Et puis, au fil des années, Google, et ainsi que les autres moteurs de recherche, a enrichi un petit peu la typologie de résultats qu'ils pouvaient proposer aux internautes, avec des résultats, ce qu'on appelle des résultats riches, comme des annonces shopping, qui peuvent être aujourd'hui adressés via des leviers payants ou des leviers naturels, des résultats de type image, des résultats locaux, quand on fait une requête plutôt direct to store,
des résultats de type emploi, mais on en a aussi plein d'autres, de la météo, des hôtels, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, la typologie de résultats qui est proposée par les moteurs est aujourd'hui assez riche et tout l'enjeu d'une stratégie de search marketing, ça va être d'être capable de se positionner sur les typologies de résultats qui vont être intéressants pour nos business en fonction des requêtes qui sont tapées par les internautes. Et j'en parlais il y a quelques minutes, il y a des nouvelles tendances qui émergent. On parle beaucoup de la recherche vocale et c'est vrai que c'est une tendance qui émerge de plus en plus avec la disponibilité de cette recherche vocale sur les smartphones ou sur les assistants personnels. Et on voit une vraie évolution sur la tendance sur cette recherche-là. Aujourd'hui, elle est quand même assez peu applicable à du e-commerce parce que c'est rare de faire des achats directement via un assistant vocal. On aura toujours besoin d'un écran, de saisir sa carte bleue et donc de passer par un terminal plus physique. Le tout vocal aujourd'hui en e-commerce est assez peu élaboré. Mais on a surtout d'autres moteurs de recherche qui émergent, et notamment Amazon. Amazon qui devient leader justement sur la requête produit aux États-Unis et qui représente du coup une très grosse part de marché. On considère qu'Amazon aujourd'hui c'est le premier concurrent de Google dans le monde et pas les autres moteurs de recherche traditionnels. Et enfin YouTube avec des millions d'utilisateurs uniques par mois qui devient aussi un très très gros moteur de recherche. Et donc c'est des moteurs qu'il faut aussi considérer dans les stratégies search. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'en France, le gros départ de marché reste sur Google, mais en tout cas, il faut avoir en tête que ces moteurs prennent donc de plus en plus de parts et qu'il va falloir les adresser dans un futur assez proche également. Voilà pour cette introduction. Ce qu'on vous propose du coup par la suite, c'est de passer sur la partie best practice. On a sélectionné 10 best practices SEO, SIA pour lancer son site e-commerce. Et cette première étape, quand on veut lancer un site e-commerce et quand on veut faire du search marketing, ça va être de définir ces mots-clés stratégiques. Et donc, pour définir ces mots-clés stratégiques, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels on va vouloir se positionner, que ce soit en naturel ou en payant, il va déjà falloir faire une première sélection, ce qu'on appelle en SEO une étude sémantique, qui consiste finalement à utiliser les différents outils qui sont présents gratuitement ou de façon payante sur le marché. On en a mis quelques-uns dans la slide, Ahrefs, SEMrush, le Keyword Planner d'AdWords, Google Trends. Et ces outils vont nous permettre d'identifier quels sont les mots-clés qui sont tapés par les internautes et surtout à quelle fréquence, dans quel volume ils sont tapés. On va pouvoir se rendre compte qu'un mot-clé ordinateur portable est beaucoup plus tapé, par exemple, que le nom d'un modèle spécifique. C'est normal, c'est un mot-clé générique. Et donc, tout l'enjeu finalement d'une stratégie SEO, ça va être déjà d'identifier quels sont les mots-clés de business, c'est-à-dire qui correspondent à des produits ou des services proposés par l'annonceur, quels sont les mots-clés business qu'on va chercher à adresser, sur lesquels on va chercher à se positionner dans les pages de résultats. On a du coup ces mots-clés business, mais on a également des mots-clés plus informationnels, et c'est également un point qui est assez important à adresser dans une stratégie d'acquisition, ne pas se limiter justement aux mots-clés business, parce que les mots-clés informationnels vont également être intéressants à adresser. On va pouvoir aller chercher des requêtes de type quand changer un ordinateur portable, quel ordinateur portable pour un collégien. Donc des mots-clés qui sont peut-être moins liés à un produit ou à un service de façon directe, mais qui permettent déjà de créer un intérêt et d'initier un besoin sur des cibles qui ne sont pas forcément matures quant au produit qu'elles recherchent, et surtout de développer une notoriété de la marque. Plus vous allez apparaître sur des requêtes informationnelles, plus vous allez imprimer votre marque chez les utilisateurs, et plus vous serez considéré ensuite comme légitime lorsque ceux-ci feront un achat ultérieurement. Donc voilà, deux grosses typologies de mots-clés, des mots-clés business et des mots-clés informationnels. Et donc, la première étape d'une stratégie de search marketing, sans rentrer dans le détail, ça va être d'identifier la liste complète de ces mots-clés, les mots-clés qu'on va chercher à cibler pour se positionner, que ce soit en naturel ou en payant. Une fois qu'on a identifié ces mots-clés, on sait sur quels mots-clés on veut se positionner, il va falloir s'interroger sur ce qu'on va proposer dans les moteurs de recherche comme réponse à chacune de ces intentions de recherche. Et pour ça, cette slide explique bien justement ce concept. On a deux requêtes, une requête à gauche qui est une requête très informationnelle et une requête à droite qui est une requête très transactionnelle. Cette requête informationnelle à gauche, quelle chaussure avec un jean, on voit que les résultats qui se positionnent sur cette requête sont majoritairement des résultats édito. On voit les sites Biba, Tendance de mode, le blog de monsieur, et puis un site qui se démarque, un site e-commerce finalement qui est caporal.com, mais qui arrive à se positionner sur un sous-domaine qui s'appelle Culture Jean, en fait, qui correspond à un blog que le site e-commerce anime, et sur lequel il produit des contenus informationnels. Et on voit que pour se positionner sur la requête « Quelle chaussure avec un jean », ce e-commerçant a dû créer un contenu informationnel, n'a pas pu se positionner
c'est normal avec un produit ou une catégorie de produits sur cette requête-là. Parce que sur cette requête-là, Google attend du contenu édito, attend de l'information pour ses utilisateurs. À l'inverse, à droite, sur la requête Jeans Slim Femme, quand on regarde la typologie de résultats qui est proposée, on a des sites e-commerce à 100% et surtout des catégories de produits e-commerce. Donc, on voit que sur une requête transactionnelle, Google va proposer des résultats purement e-commerce. En fait. Et ça, c'est très important, en fait, pour chacun des mots-clés que vous souhaitez adresser, d'identifier l'intention de recherche de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur recherche des produits ou est-ce qu'il recherche une information? Et d'adresser, de proposer le bon contenu en face de chacune des requêtes. Concrètement, du coup, sur les différents schémas de recherche qui existent, on va avoir des schémas génériques, donc chaussures. Ce schéma générique chaussures, on va adresser en face de cette requête une page univers. Donc, une page univers, c'est une page principale qui est émaillée dans le menu principal, souvent d'un site e-commerce, qui correspond un petit peu à un rayon que vous pourriez avoir dans un magasin physique qui regroupe tous les produits d'un univers, donc tous les produits de chaussures, et qui va permettre de pointer via cette page univers vers des catégories. La deuxième typologie de requête, basket, on est un peu sur un sous-ensemble de chaussures. C'est également une requête qu'on considère comme étant générique, avec un fort volume de recherche. Et pour l'adresser d'un point de vue SEO, là, on va pouvoir l'adresser avec une page de catégorie. Donc une page qui liste les produits de la catégorie basket. Ça, Google va apprécier du coup cette typologie de page sur cette requête générique. On va ensuite avoir des requêtes qu'on appelle des requêtes croisées, donc des catégories plus par exemple une caractéristique, basket basse. Et pour cette typologie de requête en général, on va adresser en fait en face des pages de facettes. On y reviendra dans la présentation par la suite pour vous expliquer la différence entre une page de facette et une page de catégorie. Une page de facette, grossièrement, c'est une page de catégorie qu'on a filtrée sur une caractéristique, sur une marque, pour affiner une sélection de produits. Et donc voilà, Google, sur ces requêtes basket basse ou également basket Nike, qui est une autre croisement, une autre combinaison, va attendre cette typologie de pages, des pages de facettes, donc des pages qui présentent une sélection de produits qui correspond précisément à ce qui a été tapé dans le moteur de recherche. Sur des requêtes beaucoup plus spécifiques, un nom de produit par exemple, Nike Air Force One, là, on va adresser des pages produits. Ça, c'est une requête qui est très qualifiée parce que l'utilisateur qui tape cette requête, il sait déjà le produit qu'il veut de façon précise. Il ne veut pas des baskets Nike, il ne veut pas des baskets basses, il ne veut pas des chaussures, il veut un modèle spécifique. Et là, Google va adresser principalement effectivement des pages produits dans ces pages de résultats parce qu'il a identifié que l'utilisateur, pour chercher un produit spécifique, et du coup en termes de qualité du résultat et puis de conversion pour le e-commerçant, c'est idéal de renvoyer directement l'utilisateur sur cette page produit. Et enfin, pour terminer, on en parlait tout à l'heure, sur une requête beaucoup plus informationnelle, on va adresser plutôt un contenu édito, un article de blog, une page lookbook, pour justement pouvoir traiter cette typologie de requête. Donc voilà un peu les différents schémas de recherche qu'on va pouvoir adresser en e-commerce. En général, le gros de l'étude sémantique et l'ensemble des typologies de mots-clés qu'on va adresser en search marketing pour un e-commerçant, ça va être ces mots-clés-là. En tout cas, ils vont correspondre à ces schémas-là. Et du coup, la suite de la présentation va consister à essayer de comprendre comment on va pouvoir structurer son site pour adresser justement l'ensemble de ces requêtes-là intelligemment. Et la première notion qu'on souhaitait aborder avec vous sur cette notion de structure, c'est la notion de silo, de siloing en fait. Et qu'est-ce que c'est un silo? Pour vous expliquer ça, simplement vous présenter deux images. Une première image dans laquelle on vous demande de trouver les bonbons oranges. Les bonbons sont tous mélangés, ce n'est pas forcément évident et ça va nous prendre du temps si on veut retrouver tous les bonbons oranges qui se trouvent dans cette pile. Alors qu'à droite, quand les choses sont bien structurées, sont bien rangées, c'est beaucoup plus facile de retrouver un bonbon orange. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche vont préférer les sites qui sont bien structurés, bien cloisonnés, dans lesquels les contenus sont bien rangés. Et pour un site e-commerce, c'est hyper important, justement, on le verra juste après, de bien structurer son arborescence produit pour que les moteurs de recherche aient le moins de mal à trouver les produits correspondant à des intentions de recherche spécifiques. Et du coup, ça passe par la construction d'une arborescence en silo. Une arborescence en silo, du coup, qui va commencer en tête de silo par un univers, on en a parlé tout à l'heure, un grand univers chaussures, qui va en général être accessible depuis le menu principal du site. Et dans ce grand univers chaussures, on va avoir des catégories qui sont des pages filles, des pages enfants, de la page chaussures. Une catégorie basket, par exemple, à gauche, et une catégorie bottes à droite. Et sous la catégorie basket, on va avoir potentiellement des facettes. Ça peut aussi être adressé en sous-catégorie, mais qui permettent d'affiner. Donc, on a sous la page basket, quand on refait un clic de plus pour affiner
en sélectionnant les baskets basses ou les baskets montantes, bah, 2 pages qui vont lister les baskets basses et les baskets montantes. Et enfin, tout en bas du silo, nos pages produits qui correspondent chacune bah, aux sous-catégories, aux sous-catégories ou aux facettes de l'arborescence. De la même façon pour les bottes. Bah, dans les bottes, on va avoir des bottes à talons ou des bottes à lacets. Et en dessous de ces sous-catégories, on va avoir bah, des modèles spécifiques qui correspondent justement aux critères qui sont plus hauts dans l'arborescence. Et donc l'ensemble de ces pages filles, et surtout celles qui se trouvent en bas de chacun des silos, elles vont permettre également de légitimer le silo parce que plus on a de pages sous notre page bot, et plus on va être légitime pour se positionner sur le mot-clé bot, qui est un mot-clé qui est très concurrentiel parce que bah, c'est un mot-clé générique, typiquement. Et c'est la même chose pour basket. Plus on a de sous-pages, plus on a de structuration sous la catégorie basket, plus on est considéré comme étant légitime par les moteurs, parce qu'on adresse justement bah, cette thématique des baskets dans sa globalité. Et du coup, bah, ça va nous rendre plus légitime, plus pertinent, et on aura plus de facilité à se positionner bah, au sommet des résultats naturels en SEO. Et c'est important du coup que ces silos soient cloisonnés, qu'on ne mette pas des bots dans la catégorie basket, qu'on ne mette pas des baskets dans la catégorie bot. Éviter également en e-commerce les catégories fourre-tout, parce que bah, c'est le meilleur moyen de perdre les moteurs. Donc cette notion de silo en e-commerce, elle est très importante à respecter, à mettre en œuvre sur son site. Ça, c'est pour la partie structure et arborescence. Au-delà de l'arborescence, en e-commerce, on a des gabarits de pages qui sont stratégiques d'un point de vue search marketing. Et les 2 principaux gabarits de pages, ça va être donc la fiche produit qui est très importante, qu'il va falloir structurer intelligemment pour pouvoir adresser finalement l'ensemble des enjeux SEO et conversion pour un client. Pour une fiche produit, ici on vous a mis un exemple, un petit wireframe de fiche produit. L'élément le plus important, ça va être la balise title, le titre du produit. C'est lui qui va s'afficher dans les résultats de recherche. Et puis, c'est le premier critère de ranking en SEO typiquement pour se positionner dans les résultats de recherche. Donc, si vous voulez vous positionner sur la requête Nike Air Zoom, bah, il faut que le mot-clé apparaisse dans votre balise title. Il faut que votre balise title soit orientée autour de ce mot-clé-là. Donc, c'est important de bien l'optimiser, de l'optimiser sur chacune de vos pages produits. Ça peut être fait de façon automatique. On peut faire des matrices de balisage qui permettent automatiquement d'inclure le nom du produit, plus le nom de la catégorie, plus le nom de votre marque pour générer une balise title pour chacun des produits. Ou ça peut être fait à la main, produit par produit, de façon plus spécifique. Donc ça, c'est le premier élément, l'élément le plus important. Vous avez ensuite le fil d'Ariane qui est présent sur toutes les pages de votre site, qui présente justement le chemin qui permet d'accéder au produit et finalement qui relaye la structure qu'on vient de voir dans la partie précédente. Dans votre fil d'Ariane, vous avez toute cette structure, catégorie, sous-catégorie, fiche produit, qui est relayée. Et du coup, Google, quand il est sur cette fiche produit, quand il arrive sur cette fiche produit, il sait à quelle catégorie, à quelle sous-catégorie elle appartient ce produit à travers justement ce fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane va permettre également de faire du maillage interne vers les autres catégories ou les autres univers produits. Donc, c'est un élément très important d'un point de vue SEO. Vous avez ensuite l'image du produit, très important déjà en termes de conversion, parce que vendre un produit sans afficher une image qui met en avant le produit, c'est pas évident, mais également important en termes de référencement, parce que les utilisateurs utilisent de plus en plus les résultats images, surtout sur certaines thématiques, les thématiques de la mode, les thématiques de la décoration, on a besoin de voir les produits, et l'usage se fait de plus en plus sur le moteur image de Google, et donc c'est important de mettre des images sur vos produits, puis surtout de les baliser avec un attribut qui s'appelle l'attribut at, dans lequel on va insérer le mot-clé qui correspond au nom du produit, qui est le mot-clé qu'on va cibler en search. Et donc voilà, c'est important sur nos fiches produits de présenter ces images, d'avoir des images de qualité qui permettent aussi de se démarquer de la concurrence, pas faire des packshots traditionnels, mais essayer justement de faire des images un peu plus spécifiques, un peu plus personnalisées, pour justement favoriser la visibilité de ces images dans les résultats de recherche. Au-delà de l'image, bien sûr, le nom du produit, visible sur la page cette fois-ci. La balise title n'est pas forcément visible sur la page, elle est visible dans le nom de l'onglet dans votre navigateur, mais dans la page, vous avez le nom du produit qui doit apparaître en gros, et c'est également un des critères qui est pris en compte par les moteurs de recherche pour classer les résultats. Une description courte du produit, juste avant le call to action qui permet d'ajouter au panier, qui est une description qui a plutôt une visée marketing, conversion, inciter les utilisateurs à ajouter ce produit au panier, moins orienté SEO que la description longue, qu'on va pouvoir mettre un peu plus bas dans la page produit, sous la ligne de flottaison, qui, elle, est plus faite pour les moteurs de recherche. Et c'est dans cette description longue qu'on va pouvoir ajouter des mots-clés ciblés pour améliorer son référencement. Ensuite, très important sur les pages produits, proposer des systèmes d'avis et de recommandations pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de réassurance pour les utilisateurs, avoir les avis des autres clients, c'est important pour s'engager auprès d'un produit, mais également parce que
Si on balise correctement ces éléments dans la page, on va pouvoir afficher ces étoiles et la note dans les résultats de Google. Et ça, c'est un levier qui vous apporte de la visibilité par rapport à des concurrents qui ne l'afficheraient pas. Quand vous avez des résultats classiques et que vous avez un résultat qui a des étoiles et une note, votre œil va être attiré par ce résultat et du coup, les internautes vont possiblement cliquer davantage sur votre résultat à vous que sur celui de vos concurrents. Donc, très important également d'intégrer ces éléments-là dans vos fiches produits. Une vidéo de mise en situation du produit, c'est quelque chose qu'on recommande de plus en plus. On en parlait, YouTube, le référencement vidéo, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Les gens, avant d'acheter un produit, se renseignent de plus en plus sur les produits qu'ils achètent. Et ça passe beaucoup par de la vidéo. Donc, également important d'intégrer, si vous avez la possibilité de le faire, des vidéos au sein de vos fiches produits. Un bloc FAQ de questions-réponses au sujet du produit. Là, encore une fois, c'est également à la fois un élément de réassurance, mais également de visibilité parce que ces FAQ vont aussi pouvoir être affichés dans les pages de résultats de Google si vous implémentez le balisage correspondant. Et enfin, pour terminer, un bloc de produits complémentaires pour pousser des produits de la même catégorie avec deux finalement vocations. Si le client ne souhaite finalement pas ce produit-là, mais souhaite regarder d'autres produits, il peut le faire. Mais également, en termes de référencement, ça permet de faire du maillage interne, renforcer le maillage interne vers les autres produits de la même catégorie et c'est bénéfique pour votre référencement. Donc voilà pour la fiche produit un peu idéale d'un point de vue référencement. Le deuxième gabarit de page qui est très important en e-commerce, c'est les pages de catégorie. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les pages de catégorie, elles vont nous permettre de nous positionner sur les mots-clés qui sont les plus génériques et donc les plus concurrentiels. Et ces pages de catégorie, elles vont être structurées de la façon suivante. Alors, je vais passer rapidement sur la balise title et sur le fil d'Ariane parce qu'on en a parlé sur la page produit et le principe est exactement le même. Sur l'image de la catégorie également, c'est bien d'avoir une image principale qui introduit le contenu de la catégorie, mais c'est quand même moins important que sur une fiche produit. De la même façon, donc, un nom de catégorie, très important d'un point de vue SEO et qui va reprendre votre mot-clé ciblé autant que possible. Une description courte qui, encore une fois, a une visée plus marketing et conversion, qui présente le contenu de la catégorie. Et enfin, donc, sur la deuxième partie de la page, un bloc de filtre qui va permettre du coup aux utilisateurs d'affiner les produits qui sont présents dans cette catégorie. On est dans une catégorie de baskets femmes. Dans les filtres, je vais possiblement avoir un filtre marque pour filtrer sur les baskets Nike, les baskets Adidas, les Converse, etc. Je vais possiblement avoir un filtre matière. Je veux des baskets en cuir, en tissu. Je vais possiblement avoir un filtre par prix. Je veux des baskets à moins de 50 €, à moins de 100 €, à moins de 150 €, etc. Donc, ces facettes et ces filtres, c'est avant tout fait pour l'utilisateur parce que ça lui permet d'affiner une sélection de produits. Mais on le verra dans la suite de la présentation. C'est également un levier qui va permettre d'améliorer son référencement, de proposer plus de pages au moteur de recherche et de cibler en fait plus de requêtes qu'avec des simples catégories. Donc un bloc très important à la fois d'un point de vue UX et d'un point de vue référencement. Bien sûr, dans une page de catégorie, le listing des produits qui correspond à la catégorie ou au filtre sélectionné pour forcément proposer un accès à ces produits-là. Un système de pagination qui doit être optimisé d'un point de vue SEO. Tous les systèmes de pagination ne le sont pas et peuvent générer des problématiques pour les moteurs de recherche. Donc, il faut implémenter un système de pagination qui soit optimisé pour le référencement. De la même façon que sur les fiches produits, c'est top également d'intégrer un système de notation. Alors là, on n'aura pas de notes liées à un produit, mais on peut faire une note moyenne de tous les produits de la catégorie. Et là, de la même façon, en SEO ou en SIA, ça va nous permettre aussi d'afficher des étoiles dans les pages de résultats de Google pour les résultats correspondants. Et enfin, pour terminer, en bas de page, un peu planqué parce que pour l'utilisateur, ce n'est pas forcément très important. Quand un utilisateur cherche un produit, il ne veut pas forcément lire 10 km de texte, mais plus bas dans la page, on peut mettre la description longue qui, elle, va nous permettre d'améliorer le référencement de cette page-là parce qu'on y intègre des mots-clés qui vont améliorer le référencement de notre page de catégorie. Donc voilà un peu pour la structure des différents gabarits de pages qui sont très importants pour le e-commerce. On a parlé des pages de produits et des pages de catégories. Et enfin, pour terminer, on va parler des facettes, la best practice numéro 5, parce que ces facettes recèlent vraiment un potentiel en termes de référencement qui est très important. Et pour ça, on voulait vous parler d'une étude de cas spécifique. On travaille les facettes pour beaucoup de clients e-commerçants. Mais un de nos cas qu'on met souvent en avant, c'est Place des Tendances, qui est le site e-commerce du groupe Printemps, qui du coup avait sur son site e-commerce des pages marques, une page mage ici par exemple, des pages catégories, robe ici par exemple, mais qui n'avait aucune page disponible pour adresser les combinaisons catégorie plus marque. Exemple ici, robe mage. Ils n'avaient pas de page dédiée. Donc,
C'est dommage parce que ces mots-clés-là, c'est des mots-clés souvent qui ont un volume de recherche très important, qui ont un trafic qui est très qualifié. Quelqu'un qui sait quelle catégorie de produit et quelle marque il veut, il a plus de potentiel de conversion que quelqu'un qui tape un mot-clé très générique comme robe ou comme mage. Et donc, c'était important pour eux d'aller adresser ces typologies de requêtes-là, surtout que les combinaisons, au vu du nombre de marques qu'ils proposent et de catégories qu'ils proposent, ça génère un potentiel très important parce que beaucoup de combinaisons, justement, de mots-clés. Et donc, ils avaient sur leur site déjà un système de filtres, un système de facettes. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur le wireframe. Là, on le voit de façon un peu plus précise, avec différents filtres, un filtre sur les remises, mais surtout un filtre qui nous intéresse, c'est le filtre famille de produits. On est sur la page Mage ici, et sur Mage, on peut filtrer les robes, on peut filtrer les pulls, on peut filtrer les sacs, les sandales, etc. Et donc, c'est parfait parce que l'utilisateur, quand il clique sur ce filtre-là, il a cliqué sur robe, on affiche bien à l'utilisateur l'ensemble des robes Mage, et c'est ce que veut l'utilisateur. Le seul souci qu'on avait, c'est que cette page-là, en fait, elle était filtrée pour l'utilisateur, mais il n'y avait pas de page spécifique qui était créée. Quand on cliquait sur le filtre robe, on n'arrivait pas sur une page spécifique avec une URL spécifique que Google peut indexer et qui peut restituer dans ses pages de résultats. Et donc, la difficulté, c'est qu'il a fallu développer ou redévelopper le système de facettes pour générer, pour chacun des critères qui nous intéressaient, une page correspondance. Donc, les facettes, c'est un gros levier, mais ça passe par 3 grandes étapes, en tout cas pour les implémenter, parce que le problème, c'est que si on ouvre toutes les facettes, typiquement sur les remises, et des combinaisons qui n'ont pas d'intérêt SEO, personne ne va taper, par exemple, robe mage, moins 30% ou moins 40%. Donc ça, c'est typiquement des facettes qu'il ne faut pas ouvrir, alors qu'il y a possiblement d'autres facettes qu'il faut ouvrir, des combinaisons robe plus mage plus couleur, robe mage verte, par exemple. Et donc, du coup, faut bien sélectionner quelle facette on va ouvrir en fonction du potentiel d'acquisition qu'elle recèle, et au contraire, celle qu'on va laisser fermer, parce que si on ouvre tout, on risque de créer un nombre quasiment infini de pages, au vu du nombre de combinaisons possibles, et ça peut être très problématique pour le référencement. Donc, bien choisir quelle facette on ouvre. En deux, définir les conditions de cette ouverture, parce que typiquement, si on n'a qu'une seule robe mage, ou si on n'a qu'un seul pantalon Levi's, c'est peut-être dommage d'ouvrir une page de facettes pour présenter un seul produit. C'est à la fois déceptif pour l'utilisateur qui arrive sur une page de catégorie où il n'a qu'un seul produit, autant l'envoyer directement sur la fiche produit. Et puis pour les moteurs de recherche qui considèrent que votre site e-commerce n'est pas légitime pour se positionner sur ce mot-clé-là parce que vous n'avez pas un catalogue suffisant. Donc ça, c'est la partie conditions d'ouverture. Et enfin, créer des règles d'optimisation SEO, la troisième étape, parce que chacune des pages qu'on va créer, comme pour une page de catégorie, qu'on vous a présenté tout à l'heure, doit avoir un titre, une description courte, une description longue. Et en fait, c'est un ensemble de règles qu'il va falloir créer pour que chacune des facettes puisse présenter un contenu qui est optimisé. Mais une fois qu'on a mis en place ces 3 règles, une fois qu'on a déployé les facettes sur son site, on va générer un nombre très important de pages, de nouvelles pages que les moteurs vont pouvoir aller indexer et qui vont répondre à des requêtes de l'internaute. Et donc, Google va pouvoir proposer sur des requêtes avancées, robe mage verte, jean Levi's slim, par exemple, des pages de résultats de votre site qui correspondent aux requêtes de l'internaute. Et donc, ça va vous permettre de générer du trafic ou du CA complémentaire. Et on le voit ici sur l'étude de cas place des tendances, l'ouverture de la combinaison simplement type de vêtements plus marque, exemple robe mage, a permis juste cette combinaison-là de générer 500 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire sur un exercice d'un peu moins 1 an. Donc là, on parle que d'une seule combinaison. Vous imaginez si on multiplie ça par le nombre de combinaisons possibles en fait sur un site e-commerce. Donc c'est un levier très important, les facettes, pour exploiter finalement l'intégralité de son catalogue produit quand on ne peut pas développer un nombre infini de catégories et de sous-catégories sur son site. Voilà pour les facettes. Je vous propose de laisser la main à Romain maintenant sur la partie SIA, puisqu'on va discuter Google Shopping, qui est un autre levier très important pour les e-commerçants, que ce soit d'ailleurs maintenant très récemment en SEO, mais historiquement en SIA. Exactement. Du coup, Google Shopping, vous devez tous en croiser lorsque vous faites des recherches à titre personnel au moins. Et du coup, c'est un levier qui est vraiment très important pour les commerçants. Ça peut représenter jusqu'à 90% de l'investissement média sur ce type de campagne-là. Donc, pour la petite histoire, en 2013, c'était un levier qui était complètement gratuit. C'est devenu payant par la suite, une fois que Google avait trouvé l'audience qui était prêt à payer pour générer des clics et donc du coup des ventes sur son site e-commerce. Et depuis avril 2020, il y a toute une partie qui est devenue gratuite. Donc en fait, quand vous allez dans l'onglet Shopping
sur une page de résultats de recherche. La première ligne et la dernière ligne vont être des annonces payantes. Tout ce qui va être entre les deux vont se retrouver, ça va être vraiment de la diffusion gratuite où chaque clic est comme du résultat naturel. C'est important d'avoir un flux de ce côté-là pour pouvoir le mettre en avant. Google s'autorise aujourd'hui parfois même à diffuser des produits, même si vous n'avez pas de flux, s'il a identifié que votre site était bien e-commerce, que les produits étaient achetables, que les prix étaient bien balisés. Donc c'est important d'avoir ce travail de balisage en référencement naturel qui peut remonter, qui peut remonter dans cet onglet-là. Comment ça fonctionne aujourd'hui Google Shopping? Du coup, vous en tant qu'annonceur, vous allez avoir un site e-commerce qui peut être sur un PrestaShop, un Shopify, par exemple, ou un Magento. Ensuite, vous pouvez passer par un gestionnaire de flux. C'est souvent ce qui est le plus pratique. Pour Shopify, c'est en natif, mais pour toutes les autres solutions, c'est soit un gestionnaire de flux, soit un plugin qui en fait va mettre à disposition de Google ou d'Amazon aussi, si vous voulez vendre sur un marketplace, l'ensemble de vos produits avec toutes les descriptions, toutes les caractéristiques que ce produit va avoir, sa couleur, sa matière, son prix, les frais de livraison, etc. Et ensuite, depuis ce Google Merchant Center ou depuis Amazon, vous allez pouvoir diffuser sur soit l'onglet Shopping, mais aussi en retargeting dynamique, en display sur les sites d'éditeurs tierces. Donc ça, c'est vraiment un peu la clé de l'optimisation. Aujourd'hui, c'est vraiment le flux. Il faut être sûr que les produits, que les titres des produits représentent bien ce que les personnes recherchent. Donc se baser sur l'étude sémantique dont on a parlé en SEO, qui va permettre de trouver les bons mots-clés qui sont à mettre en avant dans votre gestionnaire de flux. Et ça, c'est très important aujourd'hui, puisque si vous n'avez pas le bon titre, vous n'allez pas pouvoir diffuser. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, on voit un peu à quoi ça ressemble sur cette partie-là. Google va être très sévère pour le coup sur les produits qui vont être diffusés. Donc, il faut que le prix soit le même que celui qui soit en ligne. Il faut que les frais de livraison soient indiqués clairement, etc. Sinon, il va pouvoir vous bloquer en fait des produits. Pareil, le robot.txt, donc du coup, qui est un outil en référencement naturel utilisé pour permettre d'indexer ou non des pages, notamment pour les facettes dont on a pu parler juste avant. Si Google ne veut pas accéder à ces pages-là, malheureusement, il ne va pas pouvoir les diffuser dessus. Parce que lui, il veut y accéder pour vérifier que la page soit de qualité, que c'est bien une fiche produit qu'on envoie avec toutes les fonctionnalités d'un site e-commerce. Et du coup, vous allez pouvoir avoir différentes fonctionnalités. On le voit par exemple sur la première annonce au maillot de bain, où il y a une extension de promotion en fait avec les 10 € de remise qui sont mis en avant. Donc ça, c'est vraiment la force de Shopping, c'est que sur une requête type maillot de bain, rien n'est plus parlant qu'un visuel du produit. Alors que sur les annonces search plus classiques, on va parler d'une page catégorie, mais on peut aussi être très déçu derrière parce qu'on arrive sur un maillot de bain, sur une catégorie avec des maillots de bain rouges, alors qu'en fait, on ne l'avait pas indiqué, mais on cherche un maillot de bain bleu. Donc ça, c'est effectivement très important de mettre en place ce flux Shopping. Et nous, c'est vraiment la première reco qu'on met en place pour les clients, c'est se lancer sur Shopping parce que tout de suite, on va pouvoir catégoriser, on va pouvoir qualifier un clic par un visuel qui plaît et un prix. Donc la personne qui arrive est d'autant plus qualifiée et les taux de conversion sont souvent 2 à 3 fois plus élevés que sur des campagnes search classiques. Ensuite, du coup, il y a toute la partie de stratégie de contenu qui est importante pour le SIA, mais qui est issue du SEO. On a parlé de toutes ces requêtes informationnelles. On ne peut pas se permettre de les acheter en référencement payant, parce que sinon, c'est des requêtes sur lesquelles il y a beaucoup de volume de recherche, c'est des requêtes qui ne vont pas forcément être très chères en coût par clic, mais qui n'est pas du tout transactionnel. Donc, c'est important de les travailler en référencement naturel, et derrière, qu'on puisse identifier ces audiences-là pour pouvoir leur diffuser de la pub, pour pouvoir faire des ajustements d'enchères. Et donc, c'est des gens qui sont quand même prêts, qui vont en tout cas en acheter dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et du coup, c'est important d'être présent là. Et pareil, pour faire briller la marque aussi, c'est toujours une bonne façon d'être présente. Et derrière, on va pouvoir effectivement dire, tiens, tous les gens qui tapent maillot de bain, mais qui sont passés par mon site avant, par des pages de mon blog ou par des pages informationnelles, je vais être prêt à payer 10, 15 ou 25% plus cher les enchères parce que je sais que c'est plus qualifié, parce qu'en plus, j'ai déjà répondu à une de ces questions, donc c'est certainement qu'il connaît ma marque, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est des mots-clés qu'on ne peut pas se permettre d'aller payer en achat média parce que ça représente des volumes très importants et donc du coup, c'est trop cher et la rentabilité derrière n'y serait pas. Donc ça, c'est vraiment important.
On va passer sur la partie annonce. On passera juste après sur les enchères, mais aujourd'hui, c'est quand même faut pas oublier que c'est du web marketing, et donc du coup, ça reste beaucoup du marketing, et c'est les annonces qui vont permettre de donner envie à quelqu'un de cliquer ou de pas cliquer chez vous. Donc, c'est très important d'avoir des annonces qui sont optimisées. Aujourd'hui, le standard, c'est ce qu'on appelle les responsive search ads, et c'est des annonces en fait qui vont être relativement dynamiques, puisque vous allez pouvoir lui mettre jusqu'à 15 titres et 4 descriptions, et en fait, Google va déterminer la meilleure combinaison possible en fonction de nombreux éléments. Ça peut être en fonction de la page destination que vous lui avez indiquée, parce qu'il va voir qu'il a tel ou tel produit majoritairement. Ça peut aussi être en fonction du contexte ou de l'environnement de l'internaute. Si, par exemple, il sait que c'est quelqu'un qui va être intéressé par les prix les plus bas parce qu'il va souvent sur des sites qui sont effectivement plutôt discount, dans ces cas-là, il met des arguments plutôt en le moins cher du web ou alors livraison offerte qui vont être en avant. Par contre, si au contraire, il se rend compte que c'est plutôt le service qui va être le plus important pour lui, il va mettre en avant la livraison express en 24 heures chez lui ou livraison par coursier en avant. Donc ça, c'est vraiment la dernière grosse évolution sur les annonces et c'est très très performant. Aujourd'hui, on peut noter un gain de 15 à 20% de taux de clic sur ce type d'annonce-là. Donc voilà, faut faire un peu confiance au début à l'algorithme parce que du coup, on lui donne 15 titres et il peut les créer des annonces un peu comme il veut. Donc on a les moyens de dire, bah, tiens, celui-là, je veux qu'il soit que en titre 2 ou que en titre 3. On peut aller le brider un peu là-dessus, mais très rapidement, en fait, Google va savoir ce qui fonctionne et du coup, va permettre d'être plus performant. Et ces titres-là, il faut tout le temps les A/B tester. C'est-à-dire que quand on a une quinzaine de titres, il y en a peut-être 5 qui vont être vraiment en dessous en termes de performance. Google va vous dire, bah, tiens, lui, c'est un titre, quand je le mets, le taux de clic chute, c'est pas performant, derrière, ça convertit moins bien. Et dans ces cas-là, il faut les retirer et rajouter des nouveaux titres. Et ça, il faut vraiment regarder quels sont vos arguments commerciaux, ce que vous voulez mettre en avant. Et ça, c'est très important. Il y a les extensions d'annonces également qui permettent de prendre de plus en plus de place. Au début, les annonces étaient constituées que d'un titre et une description, donc ça prenait vraiment quelques dizaines de pixels de hauteur. Maintenant, on arrive à avoir des annonces qui sont beaucoup plus importantes et sur mobile, parfois, être quasiment tout seul. Si on a vraiment réussi à mettre toutes ces extensions-là. On va les lister, il y en a pas mal qui sont présentes sur la capture de gauche. L'extension lien annexe, donc c'est là où il est marqué livraison 3 à 4 semaines, portail Made in France et contactez-nous. C'est des liens qui vont permettre de renvoyer vers d'autres pages du site, pas forcément les pages produits, mais qui va effectivement permettre de mettre en avant des avantages concurrentiels. Par exemple, la livraison en 3 à 4 semaines, savoir comment ça va être livré, ça peut rassurer l'internaute aussi. Les extensions d'accroche, malheureusement, ne sont pas disponibles, mais du coup, c'est des petits bouts de texte, en fait, on a 30 caractères et qu'on peut mettre en avant qui ne sont pas cliquables. Donc, c'est vraiment juste pour ajouter du texte. On s'en sert souvent pour les arguments commerciaux, livraison gratuite, 9,5 sur 10 de satisfaction client. Les extra titres ne sont pas non plus présentes sur la capture, puisqu'on ne peut malheureusement pas avoir tout ce qui est présent, mais par exemple, vous allez pouvoir mettre une catégorie matière et en disant que vous faites de l'alu, du bois ou du PVC. L'extension d'image, c'est celle qu'on voit. Du coup, on va pouvoir donner à Google des images spécifiques qu'on va vouloir mettre en avant, ou alors des extensions d'images dynamiques. Ça, c'est Google qui, tout seul, va aller chercher sur le site les images qu'il peut mettre en avant. Attention, c'est quand même moins performant, donc du coup, bien privilégier les extensions d'images, où c'est vous qui décidez sur chaque produit ce que vous voulez mettre en avant. Les extensions d'appel, donc c'est le appeler 05 53 70 70 70, ça va permettre de directement appeler le site internet, en fait, enfin, la personne derrière, un commercial, et du coup, c'est très utilisé dans les annonces mobiles. Ça peut aussi ressortir un petit peu sur les annonces textuelles, mais il y a de très bons retours là-dessus, parce qu'une fois qu'on a la personne, on la stoppe en fait dans sa recherche. Donc, elle ne va pas aller ouvrir 4, 5 ou 6 autres sites de concurrents, et du coup, ça permet de tout de suite être en contact avec la personne. Après, attention, il ne faut pas que ce soit déceptif, donc c'est important qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse répondre pour éviter le côté déceptif de l'appel qui tombe sur un répondeur. Et ça, vous pouvez les paramétrer pour dire, vous voulez que ça soit disponible que de telle heure à telle heure ou que tel jour à tel jour, bien évidemment. L'extension lieu, c'est si vous avez des boutiques, ça va permettre de mettre en avant du coup les boutiques qui sont les plus proches de l'internaute. Donc, vous pouvez les brancher directement avec votre Google My Business et ils vont pouvoir voir le lieu le plus proche, enfin la boutique la plus proche. Et l'extension de lieu affilié, c'est si vous ne vendez pas dans votre propre réseau, mais vous vendez par exemple dans les FNAC. Dans ces cas-là, la FNAC peut vous donner un accord de diffuser sur ces extensions lieu. Et dans ces cas-là, vous pouvez mettre disponible à la FNAC à 500 mètres de chez vous ou à 2 km de chez vous. Donc, c'est très performant, ça, pour ramener du trafic en magasin. Et Google va pouvoir vous dire combien de personnes ont cliqué sur l'extension lieu et à demander à se rendre dans cet endroit-là.
Et la dernière extension, c'est l'extension de prix qu'on voit, donc du coup, afficher les prix à partir de 384 euros. Là, vous pouvez créer des produits ou des catégories en disant, bah, tiens, à partir de 384 euros en bois, à partir de 750 euros en PVC, etc., ou en aluminium. Donc ça, vous avez la possibilité de créer vraiment un peu tout. Vous pouvez mettre du à partir, du maximum, juste un tarif. Donc voilà, ça c'est très important de travailler ces annonces parce que c'est vraiment la première vitrine et ce qui va donner envie à un client ou un prospect en tout cas de se rendre sur votre site. Sur les stratégies d'enchères, c'est très important aussi. Il y a 3 grandes catégories du coup. Il y a les catégories manuelles qui sont aujourd'hui quasiment plus du tout utilisées ou alors dans certaines thématiques sur des campagnes marques par exemple ou sur des mots-clés où la compétition peut être très très élevée. Dans ces cas-là, on peut garder la main dessus. Aujourd'hui, on vous le déconseille vraiment. Il y a la visibilité, donc c'est-à-dire que vous allez dire à Google sur les mots-clés que vous avez achetés de maximiser votre nombre de clics. Donc, vous voulez juste faire un maximum de volume. Donc, il va aller chercher le meilleur équilibre entre le coût par clic qu'il est prêt à payer et votre budget pour vous assurer un maximum de clics pour ce budget-là. Par contre, attention, il va pas prendre en compte la qualité des clics, de est-ce que ce mot-clé est plus performant qu'un autre, donc je le mets en avant. Là, sa métrique, c'est vraiment le clic. Les taux d'impression cible, on s'en sert surtout pour les campagnes marques ou alors pour des gros annonceurs qui souhaitent diffuser et être toujours très présents, où on va pouvoir dire, en fait, on veut être présent en 80% des cas, en première position ou en haut de page. Et donc, du coup, Google va dynamiquement gérer les enchères pour être toujours présent. Et enfin, il y a du coup les stratégies que nous on conseille et qui sont les plus efficaces. Donc il y a ce qu'on appelle le ICPC, l'enchère au CPC optimisé. Vous lui mettez une enchère spécifique, donc vous dites, bah, tiens, sur ce mot-clé-là, je pourrais payer 1 euro ou 1,50 €. Mais Google, lui, en fonction de votre objectif de conversion, va pouvoir se permettre de diminuer de 20% ou d'aller jusqu'à plus 100%. Donc ça, c'est vraiment la première étape de l'automatisation, de se dire, tiens, on laisse un peu de souplesse à Google pour aller chercher plus de conversion. Ensuite, il y a les enchères au CPA cible, c'est-à-dire que vous allez dire, bah, tiens, en fait, pour un achat sur mon site internet, je suis prêt à payer 15 euros, 20 euros ou 50 euros. Et donc, Google va ajuster ses enchères par mots-clés, mais aussi en fonction du contexte. Si la personne est sur mobile, si la personne est sur ordinateur, en fonction de sa région aussi, il va vraiment avoir des enchères dynamiques pour aller chercher un coût d'acquisition cible. Vous avez la même chose sur le ROS, donc c'est vraiment sur le retour sur investissement, ce qui est vraiment conseillé pour les e-commerçants versus le CPA qui va plus être pour du lead. Donc voilà, vous avez un coût d'acquisition cible. Là, sur le ROS, bah, du coup, c'est vraiment en fonction du chiffre d'affaires que va générer tel ou tel clic. Et enfin, les deux dernières stratégies d'enchères, qui sont ce qu'on appelle Google le Smart Bidding 2.0, qui sont maximiser les conversions ou alors maximiser la valeur de conversion. Donc là, le but, ça va vraiment être de faire un maximum de volume avec le budget que vous allez lui attribuer. Donc ça fonctionne assez bien. Après, attention, si vous êtes en lancement, Google, il a quand même besoin de données. Si vous avez des petits budgets et que vous n'avez jamais fait, dans ces cas-là, vous pouvez commencer la première semaine sur un maximiser les clics. Vous allez pouvoir voir un peu quel niveau d'enchère que Google arrive à aller chercher. Vous allez pouvoir voir les mots-clés qui convertissent pas. Et dès que vous allez avoir entre 30 et 50 conversions sur les 30 derniers jours, vous allez pouvoir passer sur une stratégie d'enchère automatisée. Donc, soit du ROAS cible, soit du maximiser la valeur de conversion. En tout cas, c'est ce qu'on conseille. Voilà. Et enfin, du coup, le plus important derrière, c'est quand même d'analyser les performances du site e-commerce. Et donc, ça, il y a un outil qui est aujourd'hui vraiment le plus utilisé, qui est Google Analytics, et qui va permettre de remonter quels produits ont été vendus, sur quelle cible, quels sont les centres d'intérêt aussi de ces personnes-là, parce que Google va les catégoriser en disant tiens, c'est des gens qui sont fans de voyage, tiens, c'est des gens qui sont dans tel lieu, etc. Et du coup, c'est important par contre de le paramétrer. Donc, si vous êtes sur Shopify, c'est en natif, et ça, c'est vraiment un bonus et c'est vraiment super parce que ça peut être assez compliqué à mettre en place. Mais sinon, il y a des alternatives pour PrestaShop et Magento. Donc, nous, vous avez deux plugins que vraiment on utilise, donc Business Tech et Fullman, et qui permettent en fait en quelques clics de paramétrer le e-commerce, le suivi e-commerce dans Analytics. Et donc, vous allez avoir quels produits ont été vendus, quels sont vos taux de conversion, mais aussi, tiens, là, on voit sur cette capture-là, on a le nombre de sessions globales, le nombre de sessions qui ont vu une page produit, le nombre de personnes qui ont ajouté un produit au panier. Ce que Google appelle sessions et paiements, c'est les gens qui ont commencé à rentrer leurs informations de livraison. Et enfin, les sessions avec transactions. Et donc, on voit qu'il y a quand même un gros écart entre les 185 000 sessions et les 6 000 transactions qu'il y a eu. Et donc, ça, c'est important de pouvoir suivre pour savoir où est la cassure. Tiens, est-ce que c'est il y a très peu de gens qui ajoutent au panier en fait parce qu'il y a un problème sur le bouton, parce qu'il
il est pas assez mis en évidence, il est trop bas sur la page, ou alors est-ce que c'est au moment de demander des informations de livraison, on va être beaucoup trop de gourmand en informations et du coup, là, on va perdre les gens. Donc voilà, ça c'est vraiment les plugins qu'on recommande. Ça se passe très bien, il y a des supports en français, etc. pour l'installer aussi, donc qui permet d'avoir le suivi e-commerce et qui va pouvoir définir effectivement la stratégie globale et vérifier que ça soit bien, que tout fonctionne bien. Et enfin, du coup, c'est vraiment de créer quand même un dashboard. On utilise pas mal Google Data Studio en interne ou alors d'autres solutions qui sont plus avancées, comme un tableau ou un Power BI. Aujourd'hui, Google Data Studio va pouvoir permettre de remonter des informations de tout l'écosystème Google et pour pouvoir suivre votre chiffre d'affaires au global, mais aussi pouvoir rentrer dans les détails après canot par canot et se rendre compte, tiens, il y a des évolutions sur les référencement naturel. Justement, les dernières optimisations que j'ai mises en place ont bien fonctionné. Du coup, je fais plus de trafic, plus de chiffre d'affaires et du coup de pouvoir piloter vraiment tout son site e-commerce à un seul endroit, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident si on est obligé de rentrer dans toutes les régies. Là, on est passé en plus sur quelques régies, mais si vous faites du Facebook Ads, si vous faites du Twitter Ads, du Pinterest, du TikTok, etc., ça démultiplie à chaque fois beaucoup, donc c'est important d'avoir une vision suffisamment macro. Voilà pour les 10 tips best practice SEO, SIA. Je vais redonner la main rapidement à Raleigh sur la transition. Merci beaucoup Grégory et Romain, c'était très intéressant, une présentation vraiment riche de contenu et on vous remercie pour ça. On a maintenant quelques questions qui ont été posées par les participants. Sans plus attendre, passons à la session questions-réponses. La première question est la suivante. Comment peut-on établir une stratégie SEO, SEA efficace avec un budget réduit? C'est une très bonne question, une question à laquelle on est très souvent confronté, nous, en tant qu'agence, puisque c'est ce qu'on vend finalement, et on a des clients qui n'ont pas forcément des budgets illimités. L'essentiel va être de prioriser et de vraiment prioriser finalement la mise en œuvre des chantiers, qui soient SEO ou SIA, et de faire les choses dans l'ordre. Une stratégie SEO, de toute façon, ou SIA, ce sont généralement des stratégies de long terme, ce n'est pas des stratégies qui se déploient du jour au lendemain. Et effectivement, cette notion de priorisation, elle est hyper importante. On ne devient pas légitime à se positionner sur les requêtes les plus concurrentielles du jour au lendemain, à moins d'avoir un budget illimité, mais là, ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cadre de la question. Donc, prioriser, commencer par adresser les mots-clés peut-être les moins concurrentiels, les mots-clés sur lesquels les concurrents n'ont pas investi, n'ont pas travaillé, bien identifier finalement les sources de trafic qui vont nous permettre d'acquérir de la légitimité. Et en fait, y aller step by step et progressivement. C'est-à-dire qu'en allant chercher des mots-clés moins génériques, moins concurrentiels, on va générer malgré tout du CA. C'est une partie de ce CA qu'on va pouvoir réinvestir ensuite dans les stratégies SEO ou SIA. Et vraiment, voilà, la clé, c'est de bien prioriser. Donc, si on ne sait pas prioriser, d'être accompagné, soit par un consultant en freelance, soit par une agence, en fonction forcément de son budget. Mais voilà, d'être vraiment capable de prioriser. Est-ce qu'il vaut mieux investir au départ en SEO ou en SIA en fonction de la typologie de produit que je vends quand on a un budget qui est vraiment restreint? Ça, c'est des questions qu'il faut poser à des experts qui vont être capables de vous orienter justement dans ces choix qui sont stratégiques, parce que si on veut tout faire modèle géant dès le début, c'est le meilleur moyen de se planter. Et sur le SIA, peut-être sur la partie shopping, on n'est pas obligé de diffuser sur tout le catalogue dès le début. Donc, s'il y a des produits sur lesquels vous savez que vous êtes particulièrement bien placé en termes de tarifs ou de qualité, pas hésiter à commencer par ces produits-là et élargir ensuite au fur et à mesure. Très bien, merci pour cette réponse. On a une seconde question relative aux responsive search ads. On nous demande comment Google détermine le profil du prospect. Est-ce uniquement avec les cookies? Alors, pas forcément qu'avec les cookies. Aujourd'hui, Google, c'est aussi, Google Search, en tout cas, c'est aussi Gmail, donc il y a quand même beaucoup d'informations qui peut se passer il n'y a pas besoin des cookies forcément pour le retrouver, mais c'est sûr qu'il y a une partie qui est basée sur les cookies. Aujourd'hui, Google est assez black box pour dire, tiens, il ne dit pas, tiens, sur cette personne-là, j'ai utilisé telle annonce. Ça reste anonymisé, bien évidemment, et du coup, on lui fait un peu confiance là-dessus. Nous, on a fait beaucoup de tests avant de l'appliquer et de passer sur ces nouvelles annonces-là. On s'est dit, tiens, on le fait parce que Google nous dit que c'est bien, et c'est plus pertinent et ça fonctionne mieux. Donc, du coup, on a ensuite généralisé la mise en place. Mais c'est pas que basé sur les cookies. Très bien. On a une question également, c'est la suivante.
comment pouvons-nous choisir ce qui va s'afficher sur Google en dessous de notre titre/site en bleu sur les liens cliquables lorsque les internautes tapent en recherche le nom de notre marque site? Alors pour le SEO peut-être, Ouais. parce que sur le SEO on peut décider, on peut peut-être revenir juste sur le lien annexe. Ouais, je vais revenir sur la slide. Ah, je relance la lecture. On va revenir sur la slide correspondante. Ça va être plus simple de répondre à la question de cette façon-là. Voilà, donc là, livraison 3 à 4 semaines, portail Made in France, ça quand on est sur une annonce SIA, c'est nous qui décidons vraiment ce qu'on veut mettre en avant, donc c'est facile. Pour le SEO, c'est un peu Je ne sais pas différent. si d'ailleurs la question portait sur le titre bleu ou sur le contenu qui se trouve en dessous, je n'ai pas très bien compris. Mais dans les deux cas, en SEO, il faut choisir les deux. Je crois que c'était les liens annexes, non? La question portait sur le SEO, on a une précision de la part du participant, et c'est en effet sur ce qu'il va y avoir en dessous du titre. En dessous. Ouais. Alors en dessous, là, c'est pas un résultat SEO, mais sur l'équivalent SEO en dessous, en fait, c'est une balise méta qui se trouve dans le code source de la page. Ça s'appelle la métadescription, qui n'est pas utile pour le positionnement. C'est-à-dire que la métadescription ne va pas vous aider à mieux vous positionner, mais par contre, elle va vous permettre d'afficher ce que vous voulez sous votre titre. Et donc, en fait, c'est une balise qu'il faut renseigner. Et dans la plupart des CMS permettent d'éditer cette métadescription pour y mettre en fait le contenu que vous le souhaitez. Et si c'est les liens annexes, il me semble que c'est défini par Google. Ouais. Et si effectivement en SEO, on a également cette typologie de liens qui sont des liens annexes, et ça, c'est des liens qui sont sélectionnés par Google, à l'inverse du SEO où on peut mettre ce qu'on veut. D'accord, très bien. On a une précision d'Alban, mais vous avez effectivement répondu à cette question. Il parlait des liens bleus qui sont juste en dessous de. D'accord. Alors oui, en SEO, malheureusement, on ne peut pas les choisir. C'est Google qui les sélectionne. On a la possibilité simplement de dire à Google qu'on ne veut pas afficher telle ou telle page dans les résultats, mais on ne peut pas choisir précisément, malheureusement, en SEO, quels liens seront affichés sous une marque. Ouais. On pouvait anciennement, je crois, dire je ne veux pas que ce Ouais, je ne veux pas, on peut toujours d'ailleurs. Voilà, d'accord, c'est pas sûr que ce soit pris en compte. Et sait-on comment Google choisit ces liens? On a cette question également du même participant. Sait-on comment Google les choisit? Google va les choisir en fonction d'un certain nombre de critères, à la fois des critères d'usage, quelles sont les pages les plus populaires, les plus visitées sur mon site, mais également sur des critères de mise en avant. Quelles sont les pages qui sont les plus mises en avant finalement sur le site? Donc en général, c'est soit des pages du menu principal parce qu'elles sont assez visibles assez haut dans le corps de la page, soit des éléments qui sont très visuels et très cliqués par les internautes. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font que Google va considérer ces pages comme étant les plus importantes ou les plus pertinentes pour un site. Il se trompe parfois et c'est peut-être l'objet de la question. Et du coup voilà, c'est l'algo de Google qui les sélectionne en fonction de ces critères qui sont des critères d'usage et des critères de visibilité des éléments au sein du site. Très bien. Et on ne peut pas demander à Google de ne pas afficher une page ou une autre. C'est vraiment dépendant de. On peut, mais c'est des moyens contournés. Et en fait, souvent, ça consiste à ne pas indexer la page correspondante. Typiquement, quand c'est une page de mention légale, une page de FAQ qui n'est pas intéressante, par exemple, pour le référencement, qui n'a pas d'objectif SEO, on ne souhaite pas se positionner en SEO sur cette page-là, on peut tout simplement la désindexer pour qu'elle n'apparaisse plus justement dans ces site links qui sont affichés sous les résultats. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on a la possibilité de la désindexer. On a une réponse du participant qui vous remercie beaucoup pour ces réponses-là. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc cette session questions-réponses conclut notre session pour aujourd'hui. Je voudrais dire un grand merci à nos deux présentateurs Grégory et Romain. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci de prendre un moment pour répondre aux questionnaires que nous allons vous envoyer après le webinaire. Ça nous permet de structurer un peu les sessions à venir et de savoir quel contenu vous plaît ou quel contenu vous déplaît. Donc voilà, et encore une fois, n'hésitez pas à répondre très probable à la question. Seriez-vous prêt à recommander ce webinaire si vous pensez avoir appris quelque chose durant cette session? Donc voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Est-ce que vous avez un dernier mot, Grégory et Romain, avant la fin de ce webinaire? On voulait déjà tout d'abord remercier tous les participants. Du coup, on espère que le contenu qui était assez dense de ce webinaire a pu donner des premières clés à toutes les personnes qui étaient présentes et qui souhaitent justement lancer ou propulser leur site e-commerce. Et on souhaite à tout le monde beaucoup de réussite justement dans la mise en œuvre de ces stratégies d'acquisition. Il y a du boulot et c'est ça qui est bien aussi dans nos métiers.
Il faut mieux lancer les deux en parallèle, plutôt que de se poser la question est-ce que je fais du SEO, est-ce que je fais du SIA. Voilà, c'est vrai que le SIA va avoir des retours plus rapides en termes de performance, mais voilà, le jour où on coupe le budget, ça coupe 100%, pas sur le SEO, donc c'est vraiment deux canaux qui sont complémentaires et pas du tout concurrents, quoi. Parfois, on a souvent cette question de est-ce qu'il faut mieux faire de l'AdWords ou du SEO. La réponse c'est vraiment les deux. Il faut faire les deux. Et surtout pas ne pas faire l'erreur de mettre tous ces deux dans le même panier, comme expliquait Romain. Je pense que ça c'est la clé. On parle de SEO, de SIA, il y a également le social qui est un gros levier aussi pour les e-commerçants dont on n'a pas spécialement parlé aujourd'hui. Donc ne pas hésiter à diversifier ses sources d'acquisition pour ne pas être dépendante à un canal spécifique, parce que le jour où ce canal ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, bah, c'est tout le business qui en pâtit. Très bien. Merci beaucoup Grégory et Romain. Merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui et à très bientôt pour la nouvelle session de novembre. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.